Mademoiselle G, 24 ans, vous est adressée par son médecin généraliste pour réaliser un sevrage en opiacés. Dans son courrier au médecin généraliste, il vous informe que cette consommation a commencé à l'âge de 16 ans, dans un contexte de difficultés familiales et sociales majeures, et qu'il s'agit du seul antécédent notable de la patiente, hormis un tabagisme actif à 7 paquets années. Cette dernière est à présent bien insérée socialement et professionnellement. Les conflits familiaux se sont apaisés et elle envisage même de s'installer prochainement avec son petit ami avec qui elle est depuis 2 ans. Donc en gros, tout va bien, sauf qu'une fois qu'on est dépendant aux opiacés, c'est pas facile de s'en débarrasser. Première question, avant de prescrire un traitement de substitution aux opiacés, TSO, de quoi devez-vous vous assurer ? Parce que c'est quand même un traitement qui est long, un traitement qui n'est pas sans risque, donc il faut quand même avoir des indications. Avant de prescrire un TSO, d'abord toujours vous assurer qu'il y a bien une dépendance réelle aux opiacés. Ce n'est pas seulement sur les dires du patient ou sur les dires de son entourage. Il faut là bien reprendre les critères de dépendance qu'on a vus dans le dossier 1. Deuxième chose dont vous devez vous assurer, c'est que le patient est volontaire. Il est hors de question d'imposer à un patient un traitement substitutif aux opiacés. Troisièmement, ce traitement-là, il doit s'intégrer dans une démarche globale qui est médico-psychosociale. Un TSO seul, ça ne suffit pas à régler un problème de dépendance aux opiacés. Deuxième question. Quel traitement de substitution aux opiacés connaissez-vous ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs ? Alors, sachant qu'une fois qu'on a vu ces avantages et ces inconvénients, en fonction du profil du patient, vous choisirez l'un ou l'autre de ces traitements de substitution. Les deux que vous connaissez, c'est la méthadone, qui, je vous le rappelle, est un agoniste total fort des récepteurs aux opiacés. Et le deuxième, c'est la buprénorphine haut dosage, c'est le Subutex, qui est un agoniste-antagoniste partiel de ces récepteurs. On commence par la méthadone. Les avantages de la méthadone, c'est 1. La forme, la solution buvable, qui empêche qu'il y ait des détournements. Deuxièmement, c'est la meilleure satisfaction qu'avec le Subutex. Meilleure satisfaction, ça veut dire que ça diminue l'anxiété liée au sevrage et du coup, ça diminue le risque que le patient aille chercher d'autres consommations pour apaiser son angoisse et son syndrome de manque. Autre avantage de la méthadone, c'est qu'il y a un antidote. C'est quand même un avantage à prendre en compte. Cet antidote, je vous le rappelle, c'est la naloxone qui s'utilise en titration IV en cas de surdosage. Dernier avantage, comme c'est un agoniste total fort, en cas de douleur sévère, on peut utiliser des antalgiques de type morphinique. Ça ne nous oblige pas à arrêter la méthadone. On passe aux inconvénients de la méthadone, parce que quand même il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est au niveau pharmacocinétique, qui a une grande variabilité interindividuelle. C'est qu'il y a un risque de surdosage mortel, quand même, d'où l'intérêt d'avoir une antidote. C'est le risque de dépression respiratoire, qui est plus important qu'avec le Subutex. Et enfin, la méthadone est quand même à fort potentiel addictogène. Alors après, pour les caractéristiques de la buprénorphine, évidemment, c'est tout le contraire de la méthadone. Donc rapidement, les avantages, peu de variations interindividuelles au niveau pharmacocinétique, moins dépresseurs respiratoires, moins addictogène, peu de risque de surdosage. Et au niveau des inconvénients, c'est la forme. La forme, c'est en comprimé qui se donne par voie sublinguale. Mais du coup, il y a des risques de détournement. Forme IV, sniffer, fumer. Vraiment à prendre en compte. Comme je vous le disais, la satisfaction est moins bonne et du coup, il y a un risque de consommation associé. Il n'y a pas d'antidote, quand même assez gênant. Et en cas de douleur sévère, alors là, comme je vous l'ai dit, c'est un agoniste-antagoniste partiel. Du coup, on est obligé de l'arrêter si on veut se servir d'antalgique morphinique. Ça peut être gênant. Troisième question. Vous faites ce sevrage aux opiacés. Vous vous souvenez, comme dans le premier dossier, sevrage, on précise en quoi ? Là, c'est un sevrage aux opiacés.
4 ans après, mademoiselle G revient vous voir. Elle a arrêté le traitement de substitution il y a plus d'1 an et envisage maintenant d'avoir un enfant. Avec cette perspective de grossesse, son compagnon insiste pour qu'elle arrête de fumer, ce qui ne l'enchante guère. C'est vrai qu'elle a déjà fait le gros morceau. En plus, là, on lui demande d'arrêter le tabac. Elle souhaite alors avoir votre avis sur la question et savoir comment vous pourriez l'aider à arrêter si vous pensez que c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Alors là, conférence de consensus, grossesse et tabac, 2004. Vous l'avez repéré, c'est une question d'information qui est, comme d'habitude, complète, claire, loyale, appropriée. Une fois qu'on a fait le petit laïus, on va lui donner cette information sans la culpabiliser. C'est un détail, mais qui a son importance si on veut qu'elle nous écoute. L'information, là, elle est quand même assez riche. Donc, vous êtes obligé de bien organiser votre réponse pour que ce soit clair. L'information, elle va porter sur différentes choses. D'abord, les risques du tabac avant et pendant la grossesse. Deuxièmement, le risque du tabac pour elle, de façon générale. Parce que c'est pas que parce qu'elle est enceinte que c'est bien qu'elle arrête de fumer. Troisièmement, comment cette prise en charge du tabagisme doit se faire et les aides qu'on peut lui apporter. Donc, je reviens au risque du tabac avec la grossesse. Avant la grossesse, le risque du tabac, c'est que ça diminue la fertilité et que ça augmente le risque de grossesse extra-utérine. Pendant la grossesse, les risques du tabac, c'est à peu près toutes les complications que vous pouvez avoir pendant la grossesse. C'est les fausses couches spontanées, en particulier précoces, mais aussi tardives. C'est le retard de croissance intra-utérin. C'est l'accouchement prématuré. C'est le placenta prévia. C'est l'hématome rétroplacentaire. Je vérifie que j'en ai pas oublié, mais non. Ces complications, si ça vous intéresse, elles sont dose dépendantes. Alors, après, les complications pour elles, ça vous les connaissez par cœur, c'est évidemment les cancers liés au tabac. Petite piqûre de rappel, c'est bien sûr les cancers bronchopulmonaires, mais aussi col de l'utérus, y pensez chez cette patiente, tout ce qui est la sphère ORL, la vessie, le pancréas et le rein. Après, ça peut compter, étant donné que c'est une fille, vous pouvez lui dire qu'elle va avoir un mauvais état bucco-dentaire, un mauvais état cutané, mais c'est évidemment surtout les cancers, le principal problème. Information sur les conseils concernant le tabac pendant la grossesse. L'objectif, c'est 0 cigarette. Ça, c'est le top du top. Mais si ce n'est pas possible, il faut se contenter de ce qu'on peut avoir. Au mieux, il faut arrêter de fumer avant la conception. Mais si ça n'a pas été fait avant, il est toujours temps d'arrêter à tout moment de la grossesse. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais même si c'est la veille de l'accouchement, c'est bien. Il faut arrêter à n'importe quel moment. Alors, il faut aussi l'informer du risque du tabagisme passif pendant la grossesse. Et il y a même une loi qui permet de reclasser les femmes enceintes pendant la grossesse si elles sont dans un environnement professionnel trop enfumé. Dernière partie de cette information, elle vous le demande, comment vous allez l'aider pour arrêter de fumer? Alors cette aide, c'est le soutien psychologique, toujours, éventuellement la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. On peut lui proposer une consultation spécialisée si elle en a besoin, et on peut aussi lui proposer des substituts nicotiniques, soit par voie orale, soit par voie transdermique. Attention, 0 à la question, pas de Champix, pas de bupropion chez cette patiente qui est enceinte. Contre-indiqué formellement. 4e question. Quelques mois plus tard, vous revoyez la patiente, elle est enceinte de 8 mois d'un petit garçon. Elle a bien suivi vos conseils et la grossesse se déroule sans problème, mais avec l'accouchement qui approche, elle commence à se poser des questions sur l'allaitement, normal. Elle vous explique. En fait, jusque-là, je ne m'étais jamais posé de question à savoir si j'allais allaiter mon bébé ou pas. Pour moi, c'était évident que j'allais l'allaiter. Mais c'est en regardant un peu sur Internet que je suis tombée sur des témoignages de mamans qui disaient que les laits artificiels d'aujourd'hui apportaient beaucoup plus de bonnes choses au bébé que le lait maternel. Et en plus, que le lait maternel ne suffisait pas
à couvrir tous les besoins des bébés. Et puis, bon, je me suis remise à fumer, ça non plus, ça doit pas être très bon. Alors voilà, je ne sais plus trop quoi penser quant à l'allaitement. Qu'est-ce que vous allez dire à Mademoiselle G, qui est désemparée? Alors là, je vous renvoie aux recommandations de 2002 sur l'allaitement maternel. Le maître mot à retenir, c'est encourager l'allaitement maternel. Vraiment, toujours l'encourager, même s'il y a un tabagisme actif, même s'il y a un sevrage avec des substituts nicotiniques. Le lait maternel apporte beaucoup plus de choses pour le bébé, on va le voir un tout petit peu après. Une fois de plus, questions, informations claires, loyales, appropriées, complètes, tout ce que vous voulez. On va l'informer sur les bénéfices de l'allaitement. Ces bénéfices, ils la concernent et ils concernent le bébé. Pour le bébé, c'est des bénéfices nutritionnels. Ça apporte quasiment tout ce dont le bébé a besoin. D'autres bénéfices, ça protège contre les infections, en particulier les infections digestives, et ça protège contre les futures allergies. Enfin, et quand même, ça il ne faut pas le louper, la relation mère-bébé. C'est hyper important l'allaitement quand même dans la constitution de ce lien. Les avantages pour elle, là encore la relation mère-enfant, on est d'accord, mais aussi le bénéfice économique, mine de rien, parce que l'allaitement, ça va durer 6 mois, et 6 mois de lait artificiel, ça coûte un peu bonbon. Troisième avantage, et ça c'est quand même un argument, protection contre le cancer du sein. Ça diminue le risque de cancer du sein futur, le fait d'allaiter ses enfants. Une dernière information, c'est quand même sur comment va se dérouler l'allaitement. Parce qu'une fois qu'elle a pris la décision d'allaiter, sa question, ça va être bien naturel, c'est comment ça se passe. Alors, au mieux, l'allaitement maternel, il est exclusif jusqu'à 6 mois. C'est 6 à 8 tétés par jour, mais globalement, c'est à la demande du bébé. Et effectivement, ça n'apporte pas tout ce dont le bébé a besoin. Du coup, il y a besoin d'une supplémentation en vitamine K, en vitamine D et en fluor. Dernier petit détail qu'on peut lui signaler, elle fume. Alors là, il ne faut pas laisser tomber, il faut l'encourager à encore arrêter. Pourquoi? En mettant en avant les risques, pour elle, on lui a déjà expliqué, mais puisque visiblement ça ne suffit pas, les risques pour son enfant. Même s'il n'est plus dans son ventre, il y a des risques. Et le risque principal, c'est celui de mort subite du nourrisson. Après, il y a les risques d'asthme et d'infections respiratoires qui viennent un peu plus tard. Mais surtout la mort subite du nourrisson. Question 5. Mademoiselle G vous fait la surprise de venir vous revoir quelques années plus tard pour vous présenter son petit garçon Benjamin, qui a alors 3 ans et 5 mois. Quelles étapes du développement devraient alors être acquises chez Benjamin? Formidable question de développement psychomoteur que vous devez malheureusement, je crois, connaître par cœur. Si ça tombait, vous seriez un peu dégoûté de ne pas l'avoir apprise. En gros, à 3 ans et 5 mois, un enfant, ça doit savoir s'habiller tout seul, faire du tricycle, dessiner des ronds, dessiner des croix, manger avec la fourchette, manger avec la cuillère, être propre la nuit, participer à des jeux collectifs, dire « je » et faire des phrases. Alors, il ne fallait pas tous les citer, hein. Il fallait en mettre, 4 pour avoir le maximum des points. Bon, fini la question de cours un peu rébarbative. Question 6. Benjamin vous paraît être un petit garçon en pleine forme. Cependant, en le regardant bien, vous avez l'impression qu'il est un peu petit pour un enfant de son âge. Quelle va être votre démarche diagnostique? Organisez bien votre question, c'est la dernière fois que j'ai à vous le dire. D'abord, diagnostic positif. Démarche diagnostique, c'est bien beau d'avoir l'impression qu'il est un peu petit pour son âge, mais il faut des critères objectifs. Et là, comme toujours en pédiatrie, vous ouvrez le carnet de santé, courbe de croissance staturo-pondérale. Si c'est confirmé, la deuxième partie de votre démarche diagnostique, c'est le diagnostic étiologique, qui là, comme toujours, passe par l'interrogatoire, par l'examen du carnet de santé et par l'examen physique. À l'interrogatoire, vous demandez les antécédents médico-chirurgicaux, personnels, familiaux. En particulier au niveau de la famille, vous demandez s'il y avait des retards de croissance staturo-pondérale et des retards pubertaires.
concernant le petit Benjamin, vous allez regarder ses mensurations à la naissance. Poids, taille, périmètre crânien. Vous regardez la courbe de croissance staturo-pondérale dans le carnet de santé, ça je vous l'ai déjà dit. Vous allez rechercher des signes fonctionnels aussi, en faveur d'une étiologie plus particulière concernant tel ou tel type de retard staturo-pondéral. Vous faites bien sûr votre enquête nutritionnelle. Vous évaluez un peu le contexte psycho-affectif, parce que des carences affectives, ça peut donner, alors là, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ça peut donner de véritables retards de croissance staturo-pondérale. Et vous recherchez, alors des prises de médicaments, là, a priori, il y a peu de chance, mais s'il y a eu des prises de corticoïdes ou des choses comme ça. À l'examen physique, vous allez rechercher des signes en faveur de telle ou telle étiologie. Ça peut être un ballonnement abdominal en faveur d'une maladie cœliaque, ça peut être une dysmorphie, ça peut être plein de choses. Mais là, la question, c'était la démarche diagnostique. Donc, ce n'était pas que clinique. C'était clinique et paraclinique. Donc, vous voyez un petit peu la disposition de la question. Démarche diagnostique, diagnostic positif, diagnostic étiologique, démarche clinique, démarche paraclinique. Dans le paraclinique, les examens de première intention face à un retard de croissance staturo-pondérale, c'est le dosage des IgA antitransglutaminase à la recherche d'une maladie cœliaque, qui est une des causes fréquentes de retard staturo-pondéral chez l'enfant. Les IgA sériques, parce qu'un déficit en IgA sérique, ça peut être associé à une maladie cœliaque. NFS vs CRP, recherche d'un foyer infectieux. Ionogramme sanguin urée-créate, recherche par exemple d'une insuffisance rénale. TSH, T3, T4. Pourquoi est-ce qu'on fait pas seulement la TSH mais aussi la T3, T4? Parce que là, on recherche une étiologie centrale d'hypothyroïdie. L'IGF-1, recherche d'un déficit en hormones de croissance. Et également le test de la sueur, mais ça c'est seulement s'il n'y a pas eu le dépistage que maintenant on fait quand même toujours en France pour la mucoviscidose à la naissance. Et enfin, toujours l'âge osseux par la radiographie du poignet gauche de face et de profil. Petite remarque, si ça avait été une fille, Benjamin, on aurait fait un karyotype pour rechercher un syndrome de Turner. Voilà pour notre démarche diagnostique. Question 7. En réalité, vous constatez que le retard de croissance staturale est moins important que le retard de croissance pondérale. Quelles sont les principales hypothèses à évoquer devant ce type de retard? Alors, quand le retard il concerne surtout le poids plus que la taille, il faut évoquer une malabsorption, une maldigestion et une carence d'apport. En gros, c'est les trois grandes catégories. Dans la malabsorption, il y a la maladie cœliaque et il y a l'allergie aux protéines de lait de vache. La maldigestion, c'est essentiellement la mucoviscidose, de plus en plus rare aujourd'hui, même s'il faut savoir y penser. Et les carences d'apport, c'est les carences d'apport, comme son nom l'indique. Je voulais quand même faire une petite remarque, une ou deux même, sur ce dossier. Parce qu'en fin de D3, on se dit il faut que je fasse plein de dossiers cliniques, il faut que je mange des dossiers, c'est pas juste en récitant mon cours que je vais réussir l'internat. Certes, c'est bien de faire des dossiers pour acquérir la méthodo. Mais avoir de la méthodo et savoir faire des dossiers sans avoir les connaissances théoriques à la base, au final, ça ne sert à rien. Donc, bossez votre cours. En plus, soi-disant, il n'y a pas de question de cours à l'internat, pas de question de cours pure. En réalité, il y a des questions de cours qui sont plus ou moins bien déguisées. Et globalement, ce dernier dossier, là, le dossier 4, c'est que du cours, c'est que du par cœur, vaguement déguisé en cas clinique. Dernière petite remarque sur les questions d'information. Ça peut paraître un peu rébarbatif, c'est pas des questions qu'on aime beaucoup, mais ça correspond à la vraie vie du médecin et de l'interne que vous serez bientôt. Les patients, maintenant, ils posent de plus en plus de questions, ils vont voir sur Internet, ça vous le savez déjà. Et parfois même, ils vous posent des questions qui sortent du champ de votre spécialité. C'était le cas pour moi avec ce dossier. Donc, important quand même de savoir s'organiser dans une question information en compartimentant bien votre réponse comme on l'a fait. Voilà, on a fini le module 3. Bon courage pour la suite.